Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous connaissez bien sur la chaîne. Maintenant que le set numéro 8 est sorti, a pu performer dans les différents tournois et qu'on a un petit peu de recul sur l'extension, on va regarder quels sont les tops et les flops de l'extension. Encore une fois, comme d'habitude, disclaimer, c'est pas parce que une carte est dans les tops actuellement ou dans les flops actuellement que ça sera le cas dans 2 mois. La puissance, la jouabilité d'une carte, elle est aussi dirigée par le contexte dans lequel elle s'insère. Si dans ce metagame-là, certaines cartes sont pas jouables et se retrouvent dans les flops, ça ne veut pas dire qu'elles pourraient pas être en top dans les méta précédentes ou dans les méta suivantes. Cette vidéo, c'est surtout un prétexte pour regarder un petit peu l'état du méta actuel et faire entre guillemets une rétrospective sur les attentes qu'on avait sur le set numéro 8. Maintenant que le disclaimer est passé, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à dérouler la description. Il y a tous nos réseaux sociaux, mon Instagram personnel, le Instagram de PL, les différents Discord et surtout le site labelcarte.fr. Labelcarte.fr, notre site de vente en ligne de TCG, site sur lequel il y a déjà les précommandes pour Fable, donc n'hésitez pas à passer vos précommandes maintenant sur le site labelcarte.fr, ça nous soutient bien évidemment, et avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction si c'est votre première commande de l'année. N'hésitez pas, ça nous soutient, merci à tous. Allez, cette fois-ci on va commencer par les flops. Alors ça sera pas un flop 10, c'est un top 10, parce que j'avais pas forcément envie de rajouter des cartes dont j'avais pas spécialement envie de parler ou qui n'étaient pas forcément intéressantes pour faire 10. On aura un flop 9 et un top 9. Premier flop, ici, c'est le clochard. Alors, entre guillemets, il englobe toute la base Chernadog qui était très attendue au 7-8. C'est pas que le deck n'existe pas ou qu'il ne performe pas. Il y a quelques mêmes performances isolées, ça et là, qui prouvent que le deck, il est fonctionnel, qu'il est cool et qu'il est même plutôt intéressant. On a même vu ce deck-là être ramené dans certaines line-up de triple deck. Juste, finalement, le deck s'impose pas dans les plus hautes sphères compétitives. Il n'est pas dans les meilleurs tiers du format. Et c'est un peu un échec au vu des attentes qu'on avait sur le deck au chapitre 8. Donc, le clochard est en flop pour toute la base Chernadog au global. Deuxième flop, et ça c'est plutôt un flop personnel, c'est ce Pinocchio que je trouvais quand même assez intéressant, qui est 4 ancrable, qui leur pour 2, 0, 4 insaisissable. Il ressemble beaucoup au génie, sauf qu'il n'a pas de puissance d'attaque. Mais par contre, si jamais la carte reste sur le board, eh bien, elle est capable de nous faire piocher plus de cartes qu'un génie. Donc c'est une carte qui a un plancher plus bas, mais un plafond plus haut. Je pensais qu'elle serait au moins testée, je ne l'ai pas vue passer dans aucune decklists. Peut-être que les gens sous-estiment toujours la carte, peut-être que dans certaines méta, la carte pourrait briller, des méta notamment beaucoup plus lentes, avec peut-être moins d'interaction, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est clairement un flop. Personne n'a joué ce Pinocchio. Autre gros flop, et désolé pour le centrage, je ne sais pas pourquoi sur Dreamborn Inc., parfois les cartes sont pas exactement bien centrées et je peux pas tout recalibrer malheureusement pour tourner cette vidéo. Bref, réponse de 5 pour 5 en crabe qui leur pour 2 insaisissable. À chaque fois que le personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage adverse qui lui ne peut pas être envoyé à l'aventure. Donc c'est un peu une 2-5 pour 5 qui leur pour 2 insaisissable et qui va entre guillemets disrupter un personnage adverse. Sur le papier, ça a l'air plutôt fort, les stats sont ok, et pourtant, la carte, pour l'instant, ne trouve pas grâce à nos yeux. Peut-être que ça sera le cas avec la rotation, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un flop. Autre flop, le Jafar 4-4 pour 5 non ancrable qui synergise avec les personnages illusions. On pensait qu'avec le Cobra, voire avec le drop 1, 1-4, on allait pouvoir faire des choses avec ce Jafar. En plus, il est quand même générateur de l'or, hein. Il génère 3 de l'or pour des stats qui sont plutôt décentes. On a vu quelques decks tester la carte ci et là, notamment sur Facebook. Il y a pas mal de gens qui partagent des listes avec ce Jafar. Mais quand on regarde les tops de tournois, c'est-à-dire les decks qui ont le mieux performé dans des tournois compétitifs, ce Jafar est totalement absent des bases vert gris agressives. Il y a bien quelques listes Jafar, mais qui tournent plus autour de ce rêve bleu et du Jafar alter. Donc ici, on est plutôt sur un flop, malgré quelques attentes sur la carte. Autre flop, et celui-ci, il est quand même assez inattendu. Lors des spoilers, j'avais défendu l'idée qu'on jouerait pas cette carte dans Blurple, parce que Blurple, il n'a pas forcément envie d'avoir une interaction en early game. Si jamais il avait envie d'un effet comme ça pour gérer un personnage, il a déjà les Hades et les libérer délivrés, et comme c'est un deck qui rampe, bah, du coup, il peut largement caster des spells à 5 et des spells à 7. Donc j'avais défendu l'idée que cette carte-là serait pas jouée dans Blurple, et effectivement, ça me donne plutôt raison. La carte est peu ou pas jouée du tout dans Blurple. Le contre-coup d'avoir un personnage épuisé, c'est vraiment pas rien pour la carte. Ça donne plein de situations où bah, tu es obligé de laisser ton adversaire partir en lore ou prendre un trade avant de pouvoir gérer sa carte. Et c'est clairement pas ce que tu as envie avec
avec Blurple. Donc pour l'instant, petit flop sur Dans un autre monde. Plan désespéré, pareil, carte qui a fait pas mal parler d'elle quand elle a été révélée. On en attendait quand même un petit peu de la part de cette carte-là, qui reste, je pense, une bonne carte et qui pourrait briller dans un autre metagame. Mais pareil, ici, elle n'a pas trop su s'imposer. C'est une carte qu'on ne retrouve pas dans les bases grises, que ce soit gris violet ou alors gris vert. Donc pour l'instant, c'est un flop. Arthur, et ça c'est une déception personnelle. Quand la carte a été révélée, j'étais plutôt intrigué. Dans les tops des cartes, dans notre vidéo de ce qu'on attendait de l'extension, Arthur, c'était une carte qu'on a plutôt bien placée avec PL. Je pense toujours que c'est une bonne carte, mais c'est vrai que force est de constater que la carte ne brille pas du tout. Est-ce qu'elle ne brille pas parce que l'archétype bleu-gris au global a trop pris lors de la phase de ban et donc du coup n'existe plus, ou est-ce que la carte est même pas assez bonne pour intégrer le deck bleu-gris? En gros, est-ce que son absence vient de l'absence de la bicolorité ou juste de la puissance de la carte? Je ne saurais pas trop répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment on voit pas du tout cette carte dans la sphère compétitive. Autre flop sur la Nouvelle-Orléans, qui était la meilleure chanson de ce chapitre 8. On attend toujours de voir cette carte briller, notamment à la rotation. C'est une carte de forte synergie avec des cartes comme Nevin, mais la faiblesse des decks bleu-jaune, je pense, impacte directement le power level de la carte. Je pensais moi que ça allait être jouable potentiellement dans des decks requins, dans des decks bleu-rouge. Je trouve que la carte, elle se chante facilement avec un Shark, et puis elle peut juste, pour 6 mana, trouver des bonnes cibles sur le top 3 du dessus de notre pack. Donc ouais, j'avais pas mal d'attentes et plus d'espoir sur cette carte-là, qui finalement n'est pas du tout jouée dans les decks bleu-rouge, et encore moins dans bleu-jaune. Enfin, le plus gros flop de l'extension, c'est Lilo, 4/4 pour 5 ancrable, qui nous permet d'être joué gratuitement si on enchaîne 3 actions dans le tour et qui arrive redressé. Pareil, je pense toujours que c'est une bonne carte. Je pense toujours qu'on fera des choses avec cette Lilo, notamment à la rotation. Je pense toujours que dès lors qu'il y aura un deck action, peut-être vert-rouge, qui commencera à devenir compétitif, eh ben, Lilo sera la meilleure récompense de ce deck-là. Je pense qu'en plus, flat, ça reste une carte qui est très décente si jamais on investit 5 mana dedans. Donc pour l'instant, c'est un gros flop, mais attention, j'y crois encore. C'est le moment où on passe sur les tops et on a ce Hades qui est 3/6 pour 7 non ancrables, et quand il arrive en jeu, on peut blesser un de nos personnages de 2 dégâts pour piocher 2 cartes. C'est une carte... moi, j'attendais vraiment rien de cette carte-là. Je pense que la plupart des gens s'en fichaient un petit peu. Et finalement, quand on voit les bases violet-rouge évasives, qui sont quand même assez populaires actuellement en compétitif, et toutes ces bases-là jouent toujours minimum un Hades, un espèce de petite spicy tech, de petites cartes comme ça en un exemplaire dans la decklist qui peut relancer une game, qui peut apporter de la draw. Donc peut-être que le fait de piocher 2 pour 7 avec quand même des statistiques sur le board et une potentialité de l'or, peut-être que c'est une carte qui est suffisamment intéressante pour exister. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment plus que ça testé la carte, mais à chaque fois que je vois passer une liste de rouge-violet, la carte est présente dedans, donc plutôt top pour ce Hades. Maui, autre top, qui est un 4/4 pour 6 ancrables, qui nous permet de l'orer énormément, et si jamais notre adversaire le gère, dans ce cas-là, on pourra bannir tous les lieux, tous les objets, ou alors mettre 2 dégâts sur chaque personnage adverse. C'est un petit peu une bombe à retardement. Votre adversaire va vraiment hésiter à gérer ce Maui, qui lui va être capable de générer beaucoup de lore. On a vu cette tech être utilisée au World contre les decks bleu-rouge item. Tu poses un gros loreur, ton adversaire a envie de le gérer parce que sinon il va perdre la course au lore, et s'il le gère, c'est tout son board d'objets qui part. Juste pour ça, la carte est dans les tops parce que globalement, je pense qu'on n'en attendait pas grand-chose. C'est pas une carte qui est hyper brillante et qui est dans toutes les listes vert-gris du méta, mais juste la potentialité de détruire un des meilleurs decks du format fait que je lui octroie quand même une petite place dans le top. Goofy, personne n'en attendait rien, moi le premier, et finalement c'est une des meilleures cartes de 7. On a un 3/4 pour 4 qui est ancrable, qui leur pour 2, et qui, eh bien, en fait, à la fin du tour, va pouvoir soigner nos personnages et les redresser. C'est une très très bonne carte, notamment quand on va prendre des trades de board. La carte, elle est rentrée naturellement dans les decks agressifs, Amber Steel justement, pas Songless, donc les versions plutôt offensives avec beaucoup de drop 1, beaucoup d'early game, et qui va essayer de passer en dessous les decks bleu-rouge et les autres decks du format. Et ce dingo-là, il est rentré entre 2 et 4 exemplaires dans ces listes-là, en tout cas de manière assez régulière. Il y a encore des listes qui ne le jouent pas, mais ça reste, je trouve, une carte qui est plutôt intéressante et qu'on devrait continuer à avoir dans le metagame. Monstro, on en attendait de grandes choses, et la carte fait de grandes choses. C'est en partie une des cartes qui est responsable de la mise en avant de Blurple sur la scène compétitive. Alors c'est pas non plus le deck qui est le plus fort du méta actuellement, mais ça reste relativement quand même pas mal joué par rapport au set précédent, et Monstro est une vraiment très très bonne carte de ce deck là. C'était attendu à haut niveau et ça performe plutôt bien, donc top pour ce Monstro.
On a Namahari ici. En fait, globalement, la plupart des cartes que je mets dans ce top sont des cartes ou sur lesquelles on n'avait pas tant d'attentes que ça, ou alors des cartes qui ont quand même fait leur apparition, même si elle est assez discrète dans le metagame, dans le sens où le chapitre 8, on le sait, c'est pas un des chapitres qui a le plus impacté le format, et on attend surtout de ce chapitre qu'il impacte plutôt le format post-rotation. Et donc, même si Namahari, c'est pas rentré dans toutes les decklists de Humbersteel Song ou dans toutes les decklists de Humbersteel Aggro, juste le fait que cette carte-là soit présente à droite à gauche dans différentes decklists Humbersteel et que ça a été un des choix privilégiés de Edmond Chu lors des championnats du monde pour avoir une carte qui était vraiment très autonome et capable à la fois de gérer les lieux et de générer du quality advantage, et ben ça me laisse penser que cette carte elle mérite largement sa place dans le top. De toute façon, c'était une carte qu'on avait identifiée comme une carte vraiment intéressante, et même si elle brille pas totalement maintenant, c'est une carte qui brillera pour sûr à la rotation. Autre carte dans le top, et celle-là pour le coup c'est vraiment un top incontestable, abaisse le levier pour 3 ancrables, choisir entre piocher 2 cartes et que chaque adversaire se défausse d'une carte, c'est exactement le genre d'effet qu'on a envie d'avoir dans les bases discard en vert violet. C'est d'ailleurs une des cartes qui a vraiment mis vert violet orientation discard sur le devant de la scène, mais la carte est tellement intéressante qu'on peut même juste la jouer dans des verts violets tempo qui ont quand même besoin d'un certain nombre d'actions et de bonnes actions pour pouvoir shifter leur Diablo. Donc vraiment une des cartes maîtresses de la bicolorité vert-violet, et très très bonne carte. Ouais, on en attendait beaucoup et ça répond vraiment présent. Beyond the Horizon, encore un top ici pour cette carte-là qui était très attendue dès la sortie, 7 non ancrables, à l'unisson on peut la chanter pour 7 et ça nous permet de choisir n'importe quel nombre de joueurs, de leur faire défausser leurs mains et de piocher 3 cartes. Ça détruit littéralement les stratégies de carte advantage de l'adversaire. C'est chantable dans des decks qui vont utiliser des personnages ward pour pouvoir chanter Beyond the Horizon et donc empêcher tout type d'interaction pour être sûr de pouvoir chanter cette chanson. Donc c'est présent en 2 ou 3 exemplaires dans les decks vert gris discard. C'est même présent maintenant en 1 ou 2 exemplaires dans certaines listes de Humbersteel Song. Vraiment la carte est hyper puissante, elle fait exactement ce qu'on attend d'elle. Elle est peut-être même un peu pressurisante, en tout cas elle apporte des patterns de gameplay qui sont pas toujours très intéressants. Quand tu curves Prince Jean dans Muse, dans Beyond the Horizon, si ton adversaire il avait un plan de jeu un peu contrôle, franchement c'est échec et mat instantanément. Donc forcément top, hein, mais pas tellement pour le gameplay, plus pour l'impact que ça peut avoir sur le metagame. Autre top, la Lady, très attendue et qui confirme cette carte qui pour un seul body met 2 personnages sur le board. Généralement les drop 2 qu'on va vouloir déposer, ça va être des loreurs pour 2, donc on peut estimer en fait que c'est une carte qui lore pour 4, seulement pour 3 mana et ancrable. Donc c'est vraiment genre hyper puissant dans toutes les stratégies offensives. On a envie d'avoir Lady, que ça soit dans jaune-vert aggro, que ça soit dans jaune-violet aggro, ou alors que ça soit actuellement dans jaune-gris, hein, donc les versions Humbersteel agressives. Bref, Lady, une des meilleures cartes des stratégies offensives du format, et je pense que ça restera longtemps une des meilleures récompenses de ces decks-là. Et enfin, le top du top de ce chapitre 8, vraiment la légendaire cachée du format et la carte qui je trouve a le plus d'impact finalement, eh bien c'est Rhino, ce 4-3 pour 4 en cap qui s'altère pour 2 avec un petit Rhino à 1 mana bien évidemment pour aller de pair avec lui. Une carte qui lore pour 2, donc qui permet de générer du lore rapidement en early game, qui a résistance plus 2 tant qu'il n'a pas de dégâts, donc très difficile à aller chercher. Il faut le taper à 5 si on veut le gérer en un coup. Il y a carrément des listes dans le metagame qui commencent à jouer des drop 1 non ancrables qui mettent un marqueur dégâts pour outrepasser la résistance et permettre de commencer à blesser Rhino pour pouvoir le chercher plus facilement. Bref, c'est une carte qui du coup polarise un petit peu l'attention sur lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la carte numéro 1 de ce top, parce que c'est une carte autour de laquelle les gens doivent tourner. On doit le prendre en compte. Il y a certaines cartes qui rentrent dans les decklists spécialement pour lui, et je pense qu'il n'est pas totalement étranger à la réussite de Humbersteel Aggro dans ce format actuellement. Donc ouais, Rhino, très très bonne carte, vraiment la meilleure carte de ce chapitre 8 d'après moi. Voilà pour mon avis sur les tops et les flops du chapitre 8. N'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire, laissez votre pouce bleu bien évidemment pour le référencement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.